Merci beaucoup de votre invitation. J'ai pas pu patiner malheureusement, mais je le regrette parce que la discussion à laquelle j'ai assisté m'a vraiment beaucoup intéressé. Donc je suis philosophe, je travaille sur la technique. Et donc le sujet de philo dont on parlait tout à l'heure, j'aurais bien aimé l'avoir au bac. Mais figurez-vous, je n'ai jamais passé le bac. Donc j'ai pas eu besoin de traiter de devoirs de philo. Quoi qu'il en soit, ce que disait Guillaume Mabour tout à l'heure m'a beaucoup intéressé. Et ça s'inscrit pour moi ce qu'il disait à propos de, par exemple, le smartphone qui devient le substitut de la cigarette qu'on nous interdit maintenant de fumer. Bon, mais on nous donne le smartphone à la place. Et ça s'inscrit dans ce que j'appelle le devenir consumériste le devenir addictif, le devenir addictif de la consommation. Tout près d'ici, de l'autre côté de la place de l'Étoile, il y a un hôpital, l'hôpital Marmottan, que je connais bien maintenant parce que j'y interviens assez souvent. Vous le connaissez sans doute, vous avez dû en entendre parler un jour ou l'autre. Il a été créé par Oliver Einstein, qui est mort l'an passé. Et il s'est fait connaître dans le monde entier comme étant l'hôpital spécialiste de la toxicologie, au départ de l'héroïne, mais aujourd'hui on y soigne d'autres maladies, d'autres formes d'addiction. Il y a 2 ou 3 semaines, ou non plus que ça, un mois, à Nantes a eu lieu le congrès mondial d'addictologie. De quoi est-ce qu'on parlait? On ne parlait pas d'héroïne, on ne parlait pas de cocaïne, on ne parlait pas même de cigarettes. On parlait de la société addictive et du consumérisme addictif, qui devient aujourd'hui la principale pathologie dans le domaine de l'addiction. Nous sommes addicts, en effet, tous autant que nous sommes. Moi, le tout premier, je suis addict de cette machine, par exemple, je peux plus m'en passer, la preuve, vous voyez, et je la trimballe tout le temps, y compris dans le métro, je la sors au risque de me faire braquer un jour, parce que petite machine comme ça vaut un peu de sous. Et nous en sommes tous là. Et ça a créé un malaise, un profond malaise. Une crise dans la consommation. Une situation que j'appelle post-consumériste. Je ne veux pas dire que nous ne consommons plus, nous consommons de plus en plus. Mais nous ne nous identifions plus aux consommateurs. Qu'est-ce que c'est que le consommateur? Il y a 2 façons d'entendre le mot consommateur. Un consommateur, par exemple une vache est consommatrice d'herbe, d'eau, d'oxygène, comme tous les êtres vivants, etc. Une machine est consommatrice d'électricité, de toutes sortes de choses. Mais ce qu'on appelle un consommateur, un consumer, comme on dit aux États-Unis, là où a été inventé le consommateur, ça c'est une réalité qui date précisément de 1908. Pourquoi 1908? Eh bien parce qu'en 1908, un industriel appelé Henry Ford a inventé la production à la chaîne. Quand je dis qu'il l'a inventé, disons qu'il a transféré le savoir de Frederick Taylor dans l'organisation du travail à l'américaine, dans ses premières usines qu'il a construites dans le Michigan, là où il y a également General Motors et un certain nombre d'autres grandes entreprises américaines. Et il a mis au point un système de production qui permettait de multiplier la productivité par encore un facteur 10, 15. Pour mémoire, il produit 15 000 automobiles en 1908, 500 000 en 1914. Donc il obtient des gains de productivité encore beaucoup plus importants que ceux du 19e siècle, qui étaient déjà absolument colossaux pour l'époque. Mais il a un problème nouveau que se posait pas le 19e siècle. Le 19e siècle n'avait pas de problème d'écoulement des marchandises. Il y avait des besoins insatisfaits en pagaille. Même s'il y avait des limites, parce que le 19e siècle ne produisait que pour la bourgeoisie. Je prends le mot bourgeoisie au sens large. Petite bourgeoisie, c'est-à-dire les domestiques faisaient partie de la petite bourgeoisie, les profs aussi, les curés, tout ce que vous voulez, tout ce qui servait à entourer la famille bourgeoise, jusqu'à la moyenne bourgeoisie, les ingénieurs, les entrepreneurs, et la grande bourgeoisie, les banquiers qui habitaient ici, avenue d'Iéna. Au XXe siècle, un type arrive, Henry Ford, qui a des côtés intéressants, qui a des côtés aussi... il a le portrait d'Adolf Hitler dans son bureau en 1940, faut le savoir.
il est absolument enragé d'antisémitisme. Quoi qu'il en soit, c'est un grand inventeur. Il invente un nouveau modèle, le modèle consumériste. Il l'invente en 1908, et en 2008, ce modèle s'écroule. C'est dans ce contexte-là qu'on pouvait vous dire tout à l'heure que le smartphone est devenu addictif. Je le crois, je vais essayer de vous le montrer. Qu'est-ce qui se passe en 1908 ? Il se construit des usines dans le Michigan, mais il se dresse aussi des studios de production à Hollywood, enfin un tout petit peu plus tard, 1909-1910. Et en 1912, le Congrès américain a un débat sur le caractère stratégique du cinéma. Ce n'est pas le temps des digital natives qui est en train d'arriver, c'est le temps des analog natives, que vous êtes comme moi. Ceux qui sont nés à l'époque du cinéma, de la radio, puis de la télévision, ce sont des analog natives. Et ce sont des consommateurs passifs, des couch potatoes, des gros tas, on dit parfois méchamment, parce que généralement, ils font du lard. Et ce sont les produits de ce que, dans les années 1910-1920, on va commencer à appeler the American Way of Life. Le nouveau mode de vie, qui va être un mode de vie piloté par la consommation. C'est un changement énorme qui va se produire. Si vous connaissez un tout petit peu la culture sociologique américaine, vous connaissez Braverman, qui est un sociologue américain qui a démontré que en 1900, en Amérique, tout le monde fait son pain. Les femmes font des pullovers. Il n'existe pas encore la machine à tricoter. Et elles cousent les costumes. Il n'existe pas encore la machine à coudre que Singer, tout près d'ici, mettra au point, etc., etc. Les gens ont des tas de savoir-faire, à commencer par le savoir du boulanger. En Europe, il y a des boulangers, mais pas en Amérique. Et en l'espace de 20 ou 30 ans, toute une économie de services va se développer qui va liquider tous ces savoirs-là. Mais qui va aussi développer une économie de marché estimée en centaines de milliers de clients dans un premier temps, puis millions de clients, puis dizaines de millions de clients, puis centaines de millions de clients. Et moi, un jour, en 1997, j'ai rencontré, parce que j'ai eu des activités industrielles quelques fois dans ma vie, j'ai rencontré le vice-président de Microsoft qui m'a dit « Nous, monsieur, nous nous intéressons maintenant au multimédia, aux gens qui regardent la télévision, à Microsoft. Notre but, ce n'est pas les digital natives, et on n'en parlait pas comme ça à cette époque-là, mais ce sont les analog natives. Enfin, il me disait, ce sont les téléspectateurs. Il me dit, il y a 1 milliard de téléspectateurs dans le monde, de téléviseurs dans le monde, 5 milliards de téléspectateurs, c'est ça le marché que nous visons. Alors, ça, c'est la montée en puissance du modèle consumériste. Modèle consumériste qui s'est développé avec l'aide d'un certain nombre d'acteurs, innombrables d'ailleurs, je ne vais pas vous les citer tous, il y en a des centaines, parce que beaucoup de monde ont phosphoré à mettre en place ce modèle, dont des producteurs de cinéma, des metteurs en scène de films, etc. Parce que le cinéma, vous connaissez tous Humphrey Bogart. Si vous avez regardé aussi le film qui s'appelle, comment s'appelle-t-il d'ailleurs, Easy Rider, qui est un road movie à moto, vous vous souvenez peut-être qu'à un moment donné, un des deux héros, il y en a un qui est Fonda et l'autre, j'arrive plus, Richard Burton, non c'est pas Richard Burton, c'est pas du tout même, mais peu importe, Fonda dit à l'autre, arrête de bogarter. Stop to bogart. Qu'est-ce que veut dire bogarter, à votre avis? Il y a des anglicistes, il y a des gens qui parlent anglais, des anglophones dans la salle. Qu'est-ce que veut dire bogarter? Ça veut dire fumer. Parce qu'Humphrey Bogart fume sans cesse. Dans tous les films, vous ne le voyez jamais sans qu'il ait une cigarette au bec. Même quand on est en train de se battre, à la limite, il a une cigarette au bec. Humphrey Bogart a été un des promoteurs, avec Lauren Bacall et quelques autres, du mode de vie américain, c'est-à-dire de la consommation de tabac. Qu'on nous interdit aujourd'hui, et en particulier aux États-Unis. L'autre fois, j'étais à New York, j'ai voulu fumer sur une terrasse de resto, même sur la terrasse. On vous interdit de fumer, on m'a menacé de me mettre une amende. Même sur la terrasse. Mais l'Amérique a généralisé, avec des techniques extraordinaires de contrôle de l'attention et de captation du désir,
l'adoption de ce dont elle avait intérêt à favoriser l'adoption, à savoir la cigarette américaine, le tabac américain et le tabac blond. Et en 1929, un type qui s'appelait Edward Bernays, qui était le neveu de Sigmund Freud, a dit on va faire fumer les blondes, pas simplement les hommes. Les hommes vont fumer des blondes, oui, mais les blondes vont fumer du brun, pas du brun, non, du tabac. Brun, pourquoi pas. Elle fume le cigare maintenant. En 1929, aucune femme aux États-Unis, sauf si c'est une femme, comme on dit, de mauvaise vie, une fille de joie, ne fume, en tout cas pas dans la rue. Ça existe chez des féministes qui se cachent. Rappelez-vous que c'est la période d'un petit peu, j'allais dire, de l'inquisition, de la prohibition. C'est aussi la période d'Al Capone. Et en 1929, il y a une grande crise. Et pour résoudre cette crise, en particulier telle qu'elle frappe Lucky Strike, mon fournisseur favori de cigarettes, car je fume toujours, moi, j'ai aussi un smartphone, Lucky Strike a des problèmes comme toutes les entreprises à cette époque-là. Et un type qui s'appelle Edward Bernays dit au patron de Lucky Strike, je vais vous faire passer l'hiver difficile, je vais vous doubler votre chiffre d'affaires, même plus que doubler. On va faire fumer les femmes américaines. Et donc il va organiser tout un dispositif. Il dit, vous voyez, mon tonton, c'est le neveu de Freud. Mon tonton dit dans ses livres que les femmes n'ont pas de phallus et que ça leur manque. La cigarette est un bon substitut du phallus. Donnons-leur l'envie de fumer, organisons des défilés dans les grandes villes américaines, sur les avenues de New York, de Philadelphie, de Chicago, San Francisco, etc. Ce qu'il va faire. Lucky Strike va investir dans ça et toute une campagne de publicité qui s'adresse aux femmes en passant par les féministes. Il va lancer des opérations rituelles qui s'appellent les torches de la liberté. Elles brandissent des torches qui sont des cigarettes allumées, mais si vous avez un petit peu de culture hellénistique, vous savez que ces défilés-là, ça existait au VIe siècle avant Jésus-Christ en Grèce ancienne, ça s'appelait les Dionysiades. Et on y montrait des phallus gigantesques, pendant lesquels les fêtes dionysiaques permettaient aux gens de se défouler, etc., etc. C'est-à-dire que Bernays fait une espèce de court-circuit historique pour capter l'inconscient aussi historique des individus, et il arrive à ses fins, c'est-à-dire qu'il arrive à capter le désir des femmes et à le fixer sur la marchandise qu'est la cigarette. En réalité, le consumérisme, je vous raconte cette histoire que vous trouverez sur Internet beaucoup mieux racontée. Si ça vous intéresse, vous tapez The Century of the Self. C'est un film de la BBC qui est en ligne, détaillé, c'est extrêmement intéressant. Ce que je veux dire, c'est que le XXe siècle, à travers d'abord le cinéma, puis la radio commence en 1920, puis la télévision, qui commence en 1947, a mis en place un système consumériste qui repose sur les médias de masse et qui a pour but essentiellement de capter votre attention. Ce qu'on a appelé le temps de cerveau disponible. Capter votre attention, pourquoi ? Eh bien, pour faire en sorte que votre désir, qui spontanément se porte pas vers les cigarettes, les automobiles, les 500 000 Ford T produites en 1915, il faut les vendre. Et les gens ne veulent pas de Ford T, contrairement à ce que vous croyez peut-être. Vous voulez peut-être la prochaine Ford qui va sortir, mais vous êtes des analog natives. Vous avez été bombardés toute votre jeunesse et formés à ce comportement de consommation. Mais même quand vous avez subi ça, vous n'étiez pas forcément un bon consommateur. C'est-à-dire, on le disait à une époque, un bon citoyen. Pourquoi ? Je vous donne un exemple. En 93, France Télécom a fait une étude sur le téléphone mobile. Qui veut du téléphone mobile ? Parce que 93, enfin pas Orange, France Télécom, qui était très en avance grâce au CNET, où il y avait à l'époque 4000 chercheurs de très haut niveau, les meilleurs au monde. Eh bien, France Télécom, qui a inventé énormément de technologies, dont l'ATM, a aussi contribué, n'a pas inventé, mais a contribué de manière très importante à la norme GSM. Et a déposé des brevets. Et à un moment donné, le management de France Télécom s'est tourné vers le CNET en disant « Vous êtes bien gentil, mais qu'est-ce qu'on en fait de ce truc ?»
Alors on va faire une étude de marché. Et on a fait une étude de marché pour savoir si les gens voulaient du téléphone portable. Voulez-vous du téléphone portable? Réponse, absolument non. Il y a un truc que je vous conseille, c'est de ne pas gaspiller votre argent à faire des études de marché. Car les études de marché, ça sert à rassurer les actionnaires. J'en fais faire, moi j'en ai fait faire. J'ai eu des actionnaires. J'en ai régulièrement fait faire en me disant encore 100 000 euros de foutus en l'air. Mais les actionnaires ont besoin de ça. Surtout maintenant qu'ils sont très incultes, qui connaissent absolument rien à la technologie que vous développez. Ce sont des financiers qui sont placés là par vos banquiers pour vous casser les pieds et se substituer à l'entrepreneur pour y coller un manager qui en général ne connaît que les 18 mois prochains. Or, une entreprise, ça vit sur 30 ou 40 ans. Et c'est comme ça qu'en 2008, General Motors et pratiquement toute l'industrie du XXe siècle s'est écroulée. Littéralement écroulée. Alors, je sais que General Motors vient d'être remis en bourse. Oui, mais General Motors vient d'être remis en bourse parce que l'État a épongé 60 milliards de dollars de dettes. Et que c'est donc le contribuable américain qui a payé les bêtises, je veux rester poli, de ces managers qui ne sont pas des entrepreneurs. Qu'est-ce qui s'est passé au XXe siècle? Progressivement, avec le développement de la technologie consumériste, du modèle industriel consumériste plus exactement, qui vise à faire des économies d'échelle pour faire baisser les coûts et à vendre en masse, ce qui est logique, bien entendu, ça c'est une logique industrielle, eh bien, un processus s'est installé que j'appelle, ça va certainement vous surprendre un petit peu, mais je vais donner des explications, une prolétarisation généralisée. Qu'est-ce que c'est que la prolétarisation généralisée? C'est pas à la mode, prolétaire. C'est pas un mot à la mode. C'était très à la mode quand j'étais petit, à l'époque où je n'ai pas passé le bac. Mais, parce que j'étais en 68 sur les barricades. Je ne vais pas vous le cacher. Mais, à cette époque-là, on ne parlait que de la dictature du prolétariat et de ce genre de bêtises. Mais en fait, on ne savait pas de quoi on parlait. Parce que prolétarisation, on s'imaginait que ça voulait dire la classe ouvrière va prendre le pouvoir, le prolétariat c'est la classe ouvrière. Eh bien, c'est une très lourde erreur. Le premier qui a décrit la prolétarisation, d'ailleurs c'est pas Karl Marx, c'est 100 ans avant Marx, c'est Adam Smith. Dans son livre, le plus connu de ses livres, un des plus connus des livres d'économie, qui s'appelle La richesse des nations, Adam Smith décrit la crétinisation du producteur. Il dit maintenant, avec la mise en place des techniques machiniques qui permettent de se substituer au geste. Pourquoi ça permet de se substituer au geste du producteur, la machine? Parce qu'un curé qui s'appelait Vaucanson a mis au point un automate, vous avez entendu parler de lui, qui a failli faire qu'il se retrouve excommunié, parce que le pape lui a quand même lui a intimé l'ordre d'arrêter de fabriquer ces automates en disant « Attendez, vous vous prenez pour Dieu, il n'y a que Dieu qui peut faire ça, je vous intime l'ordre de cesser cette production d'automates, sinon vous serez excommunié. » Il a effectivement arrêté, mais en même temps, la monarchie de l'époque, celle de Colbert, qui avait des usines qui commençait à développer des filatures dans le nord de la France en particulier, a dit à Vaucanson, arrêtez de faire des automates, mais réfléchissez à comment on pourrait mettre ça dans les machines de production. Pourquoi ne pas automatiser la production du lin, des draps de lin, des filatures. Et Vaucanson, en fait, a échoué à faire ça. C'était un inventeur, ça n'était pas un innovateur, c'est pas du tout la même chose. L'inventeur invente un système, et l'innovateur le transfère vers le monde économique et la société. L'innovateur s'appelle Jacquard, vous le savez bien. C'est Jacquard qui est aussi le concepteur du programme informatique. C'est lui qui a mis au point les premiers programmes, qui ne sont pas des programmes d'informatique à proprement parler, mais des programmes de pilotage de métiers à tisser automatisés selon la technologie Jacquard. Vous pouvez aller voir ça au musée des arts et métiers. Je suis content d'être ici dans un lieu des arts et métiers. Il y a un très beau musée des arts et métiers en France, un des plus beaux du monde, et vous verrez ce que c'est qu'un métier Jacquard. Qu'est-ce que c'est que ce métier Jacquard? Adam Smith, regardant ce type de machine, dit c'est ce qui va priver les ouvriers de leur savoir. Et ça va les transformer en prolétaires. Il n'appelle pas ça comme ça, mais il décrit ça. Il dit ça va devenir un problème, parce que ces gens-là vont devenir des crétins, totalement obtus. Donc il va falloir développer un enseignement public pour leur éviter de devenir complètement crétins, parce que s'ils deviennent crétins, ils deviennent dangereux. 100 ans plus tard, enfin pas tout à fait 100 ans, 80 ans plus tard,
Deux types qui s'appellent Engels et Marx reprennent cette problématique. Dans le manifeste du Parti communiste, ils disent « La prolétarisation, c'est la perte du savoir. Et personne n'y échappera, disent-ils. Ça commencera par les ouvriers, puis ça s'étendra aux agents de maîtrise, aux techniciens, aux ingénieurs, et ça montera au plus haut niveau de la société. » Eh bien, je pense que c'est ce qui s'est réellement passé au XXe siècle. Ça a d'abord commencé avec les industries de services qui se sont développées, qui ont fait que vous ne savez pas faire votre pain, vous ne savez pas tricoter un pull. En fait, vous ne savez pas faire grand-chose. Même les taxis de Paris ne savent même plus s'orienter dans Paris, parce que depuis que le GPS est installé dans les taxis, il y a un très gros problème. Ça m'est arrivé il n'y a pas très longtemps, il y a 1 mois et demi. J'ai pris un jeune taxman à qui j'ai demandé de m'emmener vers Montparnasse, et il a pris une route. J'ai dit, excusez-moi, c'est pas la bonne route. Il me dit, si, le GPS dit que c'est la bonne route. J'ai dit, non, je suis désolé, j'habite Paris depuis, je suis né, c'est pas la bonne route. Et on a failli se fâcher. Pourquoi est-ce que le GPS l'a envoyé sur cette route-là? Je n'en sais rien. Mais en tout cas, lui ne savait plus comment on faisait. Il perdait son savoir. Et ça, c'est un gros problème. Aujourd'hui, on perd le savoir, par exemple, d'élever ses enfants. Vous savez bien que la fonction de la télévision, c'est essentiellement le babysitting. C'est la première fonction de la télévision. Est-ce que vous savez que 47% de vos actes d'achat sont prescrits par vos enfants? Vous savez ça? C'est BVA qui l'a établi l'année dernière. Et ça veut dire que ce sont vos enfants qui sont les ministres des Finances de votre budget. Parce que ce que vise essentiellement la première cible publicitaire aujourd'hui de TF1, de M6, etc., ce sont les enfants. Les enfants qui sont évidemment infantiles, parce que c'est leur rôle, si je puis dire, d'être infantile. Heureusement que les enfants sont des enfants, mais ils sont irresponsables. Et ils vous conduisent à être irresponsables. Quand on a voulu socialiser, par exemple, les voitures espace, les grosses voitures, et puis ensuite les 4x4, ce qui n'est pas très raisonnable. Une bagnole de 2 tonnes qui consomme 15,18 litres au 100, c'est pas très raisonnable. Je ne pas simplement une question de budget, c'est une question de réalisme par rapport aux ressources planétaires. Mais il se trouve qu'il y a des gens qui gagnent 1 500 € par mois et qui s'achètent des voitures comme ça. C'est-à-dire qui achètent des voitures à 40, 50 000, 60 000 € et qui sont même pas fichus de payer une école privée à leurs enfants. Mais c'est parce que leurs enfants leur demandent d'acheter cette voiture. Et parce que le consumérisme, c'est la manière de court-circuiter les parents en matière de construction de l'autorité. En effet, il est paru il y a 3 ans maintenant dans la revue Pediatrics une étude extrêmement intéressante. Je dis 3 ans, d'ailleurs c'est faux, c'était il y a 2 ans. Par l'Université de Washington, en pédopsychiatrie, une grosse équipe dirigée par le professeur Zimmerman, qui a établi que, d'abord, rappelant que 40% des bébés américains d'1 an sont déjà devant la télé, que 90% des bébés de 3 ans sont devant la télé, les jeux vidéo, les DVD, etc. Eh bien, ces enfants développent, plus ils sont exposés à la télé, plus ils développent le syndrome de ce qu'on appelle Attention Deficit Disorder, dont les symptômes apparaissent à l'âge de 7 ans. Et on sait maintenant que l'exposition prématurée à la télévision crée des courts-circuits synaptiques et qui fait qu'ensuite ces enfants ont d'énormes difficultés pour apprendre à lire et à écrire. Parce qu'une fois que le cerveau est câblé de cette manière-là, il faudrait le décabler pour qu'ils apprennent à lire et à écrire et on n'y arrive plus. 6 mois après cette étude de Zimmerman parue dans la revue American Pediatrics, la Caisse nationale d'allocation familiale a attiré l'attention des parents français sur le fait que si les adolescents regardent trop la télé, eh bien ils ne feront pas d'études supérieures ou ils échoueront en faculté. Et qu'il y a une corrélation très très directe. Au même moment, l'Institut de criminologie de Hambourg a montré que le nombre de téléviseurs par famille augmente selon la pauvreté, c'est-à-dire plus on est pauvre, plus on a de téléviseurs dans la famille, et que des téléviseurs que peut-être on achète 100 € au marché aux puces, mais chaque môme a sa télé. Et plus il y a de téléviseurs dans les familles, plus il y a de criminalité. Alors, qu'est-ce que je veux dire en vous disant tout ça? Ce sont des exemples que je donne ici de ce que j'appelle des courts-circuits dans les appareils de production du désir. Qu'est-ce que c'est que le désir? Eh bien, ça n'est pas la pulsion. La pulsion, c'est je sors mon smartphone. Comme si, pourquoi je sors mon smartphone? C'est comme quand je prends une cigarette. Ça, c'est de la pulsion. C'est de l'automatisme. On ne sait même plus pourquoi on fume parfois quand on fume. On fume par pure nervosité.
Ou bien on se fait engueuler par son patron, on monte dans sa voiture, on appuie sur l'accélérateur, on ne sait pas pourquoi, et on consomme beaucoup de kérosène, enfin pas de kérosène, mais de carburant, et on produit beaucoup de CO2 pour rien, parce qu'on est énervé. Ça s'appelle de la pulsion, c'est du comportement pulsionnel. Le désir, c'est pas du tout ça. La pulsion, c'est de l'addiction, c'est de la dépendance, c'est automatique. Le désir, c'est de l'investissement. Le désir, par exemple, c'est de tomber amoureux de quelqu'un. Quand vous tombez amoureux de quelqu'un, vous lui faites la cour, ça peut durer des années. Si vous touchez ce quelqu'un un jour pour passer à l'acte communal de l'amour, vous ne voyez pas du tout ça, comme si vous alliez dans une maison de passe évacuer quelques décilitres de substances qui vous dérangent et qui a créé ce que Freud appelle une charge. Et vous avez besoin de décharger la charge. Ça, c'est la pulsion. Mais le désir, c'est la transformation de cette charge en un investissement. Vous ne la déchargez pas, vous l'investissez. Et vous faites une famille. Vous avez des enfants, et ça peut durer toute la vie. C'est de plus en plus rare. Les couples qui durent toute la vie, c'est devenu extrêmement rare. Un sociologue français qui s'appelle Luc Boltanski a dit que la destruction des couples avait été programmée par la nécessité de flexibiliser le marché du travail. Alors il va peut-être un petit peu loin, mais il dit ça en disant pourquoi est-ce que le patronat en 76, tout près d'ici, a décidé que finalement les idées de 68 étaient peut-être pas si mauvaises que ça. Vous savez ça? C'est Yvon Gattaz qui a lancé des assises du patronat en 76 en disant écoutez, après tout, peut-être que ces petits crétins de 68 avaient des idées intéressantes lorsqu'ils disaient jouir sans entrave, libérer quoi? Les pulsions. Pourquoi faire? Pour consommer. C'est bon pour la machine, ça. Donc 68, dit Luc Boltanski, ça n'a pas été mis en œuvre du tout par les 68ards, ni par Cohn-Bendit, ni par ceux du Parti Socialiste, ni par le CNPF. Ça ne s'appelait pas encore le MEDEF. Et en fait, le CNPF, très tardivement, les Français sont un petit peu attardés, mentaux, pour moi, a compris ce que les Américains avaient déjà compris en 1912, lorsqu'en 1912, tout à coup, le Sénat américain a dit, le cinéma, c'est stratégique. C'est comme ça qu'on fera du business. Et qu'on va aller à la conquête du monde entier. Je vous rappelle qu'en 1912, ils étaient isolationnistes, ils disaient qu'on nous enquiquine pas, on sort pas de chez nous, on rentre pas chez nous. Et en 1917, ils ont décidé d'entrer dans la Première Guerre mondiale. Pourquoi? Parce qu'ils sont devenus expansionnistes. Qui est-ce qui a accompagné l'État fédéral américain pour entrer dans la Première Guerre mondiale? Edward Bernays, le type dont je vous parlais tout à l'heure. C'est lui qui a fait la campagne pour convaincre l'opinion publique américaine qu'il fallait envoyer les boys à la boucherie sur le front de Verdun. Alors, tout ça, ça a fonctionné, et ça a très bien fonctionné. Ça a produit du bonheur, j'en ai personnellement beaucoup profité. Je fais partie de ce qu'on appelle le baby boom et des 30 glorieuses. J'ai vu tout arriver. La chaîne haute fidélité, le frigo chez moi, qu'avant je ne voyais qu'à la télé, parce que j'avais la télé parce que mon père travaillait à la télé. Mais à l'époque où je voyais la télé, quand moi j'ai eu la télé, en 1952, c'est l'année de ma naissance, il y avait déjà la télé, il n'y avait que 0,1% des gens qui avaient la télé. En 60, il y en avait 10,3%, en 70, il y en avait 70%, en 95, il y en avait 95%, et aujourd'hui, pardon, je vous dis des bêtises, en 90, il y en avait 95%, et aujourd'hui, il y en a 98%. Et on est passé d'un temps d'exposition à la télé de quelques minutes par jour à quelques dizaines de minutes par jour. Et aux États-Unis aujourd'hui, 5 heures par jour chez les adultes. Télé, radio et Internet, 10h30 par jour chez les adolescents, en moyenne. Y compris les jours d'école. Ça veut dire que l'attention est totalement canalisée. Et que cette canalisation de l'attention a détruit tous les systèmes qui servent à transformer la pulsion en investissement social. Car la transformation de la pulsion en investissement social, ça nécessite des appareils, une économie de transformation, qui s'appelle la famille, le curé, l'école, toutes sortes de choses, la culture. La patrie, les militaires, ce sont des gens qui s'investissent dans l'avenir de la patrie. Je parle des vrais militaires, pas de ceux qui vont se faire recruter parce qu'ils trouvent pas de boulot, mais ceux qui croient vraiment. Ça existe. Enfin, ça existait. Peut-être que ça n'existe plus. Parce qu'on veut plus que les militaires meurent, d'ailleurs. Hein, on fait les drones à la place. Mais
Tout ça a été liquidé et ça aboutit à, d'une part, 2008, écroulement du système. Pourquoi écroulement du système? Désinvestissement généralisé. Si vous allez voir un banquier ou un business angel, comme on les appelle, je suis allé en voir, moi j'ai créé des entreprises. Eh bien, il veut des retours sur investissement à court terme. Maintenant, il y avait un des patrons d'Exalit tout à l'heure, Exalit qui est un concurrent de Google. Google a fonctionné pendant des années à perte. Et ce ne sont pas des business angels qui les ont soutenus. C'est une intelligence américaine qui a compris qu'il y avait là un nouveau modèle industriel qui se développe, qui n'est plus celui du consumérisme. C'est le modèle de la contribution. C'est de ça dont je vais vous parler maintenant pour finir. Avant de vous en parler, je vous dirais qu'en 2007, Juliette Score, une sociologue américaine, a fait une enquête aux États-Unis qui a révélé que 81% des Américains considèrent que la consommation est mauvaise pour eux. À tous égards. Mauvaise pour leur foie, mauvaise pour leur corps, mauvaise pour leur cerveau, mauvaise pour leurs enfants, mauvaise pour l'Amérique elle-même. 81%. 56% des Français en 2004 déclaraient à Télérama « Je déteste la télé que je regarde ». Alors pourquoi la regardez-vous? Eh bien vous êtes comme le toxicomane qui va à l'hôpital Marmottan. J'en peux plus de l'héroïne, mais je peux pas décrocher. Si j'arrête la télé, chez moi, c'est la guerre. Mon fils me tape dessus, moi je m'en vais, je quitte ma femme, etc. On ne peut plus supporter. La télé a détruit toutes les relations internes à la famille. On ne sait plus parler. Et comme je vous le disais tout à l'heure, 47% de vos comportements d'achat sont pilotés par vos enfants. C'est quand même inquiétant. À une époque, on vous dit qu'il faut devenir responsable, il faut réinventer parce qu'on ne peut pas soutenir ce modèle, etc. etc. C'est un peu problématique. Alors, tout ça conduit à un phénomène de rupture de système, de passage aux limites. Le système consumériste, qui a très bien fonctionné pendant un siècle, ne peut plus fonctionner. Il ne peut plus fonctionner, d'abord parce qu'il a conduit au désinvestissement généralisé. Les consommateurs n'investissent plus, ils consomment pulsionnellement, c'est-à-dire qu'ils prennent un iPad, un iPhone, et au bout d'un an, ils le jettent, ils passent à autre chose. Le modèle que Schumpeter avait théorisé en 1911-1912 dans sa théorie de l'évolution économique, qui a conduit à ce qu'on appelle, vous le savez bien, la destruction créatrice, c'est un modèle qui a conduit à une obsolescence généralisée et à une jetabilité généralisée. Tout est jetable. Vous êtes jetable en tant qu'employé. Votre entreprise est jetable en tant que, il y a des LBO qui peuvent venir dedans, l'acheter et la découper en petits morceaux pour en retirer le maximum de profit à 18 mois, voire moins. Vos enfants sont jetables. De plus en plus, les enfants sont jetables. Ça vous paraît bizarre? Si vous ne me croyez pas, regardez le dernier chapitre de mon dernier livre, qui s'appelle « Enfants à jeter ». La capacité qu'aujourd'hui les parents ont à se détacher de leur enfant et à la foutre à la porte est devenue très problématique. Les maris ou les femmes sont jetables. On divorce 3-4 fois par vie. Pas par an, j'exagère. Ça viendra peut-être, mais bon. Ça existe, cela dit, dans une des capitales de la consommation, qui s'appelle, comment ça s'appelle, l'endroit où on se marie, Las Vegas. Tout ça a fini par produire ce que j'appelle une baisse tendancielle de l'énergie libidinale, c'est-à-dire un désamour. Les gens ne sont plus heureux de consommer. Ils savent qu'ils consomment par pure dépendance et addiction. Ça ne leur produit plus du tout de plaisir, et donc ils deviennent amers. Ils consomment d'autant plus qu'ils sont amers. Et en plus, ça produit ce qu'on appelle des externalités négatives, du CO2, toutes sortes de problèmes, sans parler des problèmes de matières premières rares, dont la Chine détient l'essentiel, ce qui nous promet un énorme chantier géopolitique pour les années qui viennent. Je vous souhaite du courage, vous qui êtes dans l'informatique. Alors, ce que je voulais vous dire, pour ne pas paraître désespérant, parce que moi je ne suis pas du tout désespéré, je pense que tout ça, en fait, c'est une situation de blocage qui tient au fait que nous sommes en train de changer de système technique et de système industriel, mais que nous ne le savons pas encore très bien. Certains le savent très bien. Et j'ai dîné la semaine dernière avec le vice-président de Google. Il sait très bien ce qui se passe. Mais, un des vice-présidents. Mais, qu'est-ce qui se passe précisément? Eh bien, il se passe que le numérique
est en train d'arriver et les digital natives, ce ne sont pas des analog natives. Les digital natives, ils ont un comportement tout à fait nouveau. Ils ne veulent pas consommer. Bientôt, je révèle un petit scoop, je suis désolé, j'espère qu'on m'en voudra pas, enfin un grand journal, je ne vous dirai pas lequel, va publier une enquête dans 2-3 semaines, tout à fait décoiffante, un journal patronal, un journal, disons, qui s'adresse au cadre supérieur, très très connu. Et le titre de la jaquette, ce sera, si le rédac-chef ne change pas d'avis, ou le directeur de la publication, ce sera « Il faut augmenter les salaires de 10%. » Tiens, il y a une hypothèse qui est que peut-être il faudrait enfin relancer la machine en redonnant des pouvoirs d'achat. Ah, c'est pas tout à fait ce que dit M. Fillon. Quoi qu'il en soit, ce grand journal, qui n'est pas du tout un journal d'extrême gauche, ni même de gauche, ni même du centre, il est peut-être de nulle part d'ailleurs, mais il représente plutôt la grande entreprise. Ce journal a fait une enquête. Et cette enquête a interrogé par tranche d'âge les gens en leur demandant si on vous augmente de 10%, qu'est-ce que vous ferez de votre argent? Eh bien, la voiture est le dernier poste dont on parle en termes de dépenses. Les appareils électroniques sont avant-derniers. Et tout ce qui précède, c'est je mets mon argent dans de l'épargne qui va me permettre de choisir mon mode de vie, de me rendre moins dépendant de la société, etc., etc. Et quand on va chez les jeunes générations, c'est absolument rupture avec la consommation. J'ai l'honneur de participer à ce journal, j'ai donné un entretien sur ce sujet, puisque ce journal s'est aperçu que moi-même et quelques autres, avec des économistes, nous développons cette idée que la consommation c'est un modèle épuisé et qu'il faut passer à autre chose. Cette autre chose s'appelle l'économie de la contribution. Qu'est-ce que c'est que l'économie de la contribution? C'est une économie où il n'y a plus d'un côté des producteurs, de l'autre côté des consommateurs. Il y a partout des contributeurs, et des contributeurs sous différentes modalités. Les contributions, vous savez ce que ça voulait dire avant ce qu'on appelait les contributions, l'hôtel des contributions. C'était l'hôtel des impôts. Contribuer, ça peut vouloir dire payer. Mais payer dans un certain rapport de réciprocité. Le modèle contributif le plus développé, il est très connu, il concerne l'informatique maintenant quasiment à 50% de son chiffre d'affaires, c'est le modèle open source. Moi, je dirige toujours, je dirige une toute petite structure, mais j'ai dirigé des structures plus grosses. J'ai dirigé l'INA, où il y a 1000 personnes, l'IRCAM, où il y a 180 personnes. Tous les ingénieurs avec qui je travaillais développaient en open source. J'avais un mal de chien à les faire travailler sur des logiciels propriétaires. Parfois, je passais des accords avec des entreprises propriétaires, mais ils ne voulaient pas. Et pourquoi est-ce qu'ils ne voulaient pas? Dans la structure que je dirige aujourd'hui, j'ai des ingénieurs de très bon niveau qui font ça et qui sont beaucoup moins bien payés que dans l'industrie. Mais ils veulent travailler à faire ce qui leur plaît. Ils veulent savoir ce qu'ils font. Peut-être que vous savez que fin 2008 ou début 2009, je me souviens plus exactement, Alan Greenspan, vous connaissez Alan Greenspan? C'est un monsieur important, qu'on a un peu écarté maintenant. Eh bien, M. Greenspan, il a été auditionné par la Chambre des représentants à Washington. Il a dit, je croyais que... Et on lui dit, mais comment ça, vous croyez que... Vous ne compreniez pas comment ça marchait? Mais je croyais que... Non, il ne comprenait pas comment ça marchait. Par contre, Bernard Madoff comprenait très bien comment ça marchait. Et Bernard Madoff a été patron du Nasdaq avec le soutien d'Alan Greenspan. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que Greenspan et tous les pigeons de haut vol, les pigeons très voyageurs, qui lui ont donné de l'argent, dont le prix Nobel, M. Wiesel, et tant d'autres, qui étaient des gestionnaires de grands fonds financiers, etc., étaient prolétarisés. Qu'est-ce que ça veut dire, prolétarisé? Ça veut dire qu'ils ne savaient plus du tout comment marche le système. C'est ça, un prolétaire. Un prolétaire, c'est celui dont le savoir est passé dans le système, mais qui ne sait plus comment le système fonctionne. Je suis pas en train de dire ça contre les systèmes industriels. Moi, je suis un promoteur du monde industriel. Je suis passionné par l'industrie et je voudrais inventer un nouveau modèle industriel. Mais le modèle que nous avons développé jusqu'à maintenant est devenu une calamité. Il fait qu'on ne comprend plus rien à ce qui se passe, que du coup, on ne sait plus arrêter cette espèce de machine infernale qui a été lancée, qui est fondée sur quoi? La spéculation automatisée. Ce qu'on appelle la titrisation, les technologies financières mathématisées, dont la France s'enorgueillit d'ailleurs d'être une des patries
l'université Dauphine, tout près d'ici, forme les principaux spécialistes de l'économie financière automatisée, mathématisée. Mais c'est très dangereux, cette économie mathématisée. Je dis pas qu'il faut pas la développer. Tout est dangereux. La cigarette, c'est dangereux. Platon disait l'écriture, c'est dangereux. Parce que Platon montrait que les sophistes, au 5e siècle avant Jésus-Christ, utilisaient l'écriture pour produire du temps de cerveau disponible chez les jeunes Athéniens. Et que ça allait conduire à la guerre civile d'Athènes. C'est ce qui s'est passé d'ailleurs. Et il disait, ça s'appelle un pharmacone. C'est un remède, mais ça peut devenir un poison. Vous savez bien que les antibiotiques, c'est très dangereux. Et en même temps, personne ne dira il faut détruire les pharmacies et sortir Fleming, qui est l'inventeur des antibiotiques, de l'histoire de la science. Non, Fleming est quelqu'un de très important. Il a permis de sauver des millions, des centaines de millions de vies humaines, dont vous et moi d'ailleurs. Moi en tout cas. Mais si on vous donne des antibiotiques n'importe comment, on va vous faire tomber votre capacité à vous défendre contre les nouveaux organismes. Qu'est-ce que c'est que les nouveaux organismes? C'est par exemple ces herbes folles qui poussent en ce moment dans les champs de maïs et de coton transgénique au sud des États-Unis. Et qu'aujourd'hui, les cultivateurs industriels américains qui ont 2, 3, 4 000 hectares parfois de maïs et de coton sont obligés d'embaucher des gens comme autant des esclaves pour arracher ça à la main parce que ce sont des plantes qui sont devenues résistantes au Roundup et à tous les désherbants. Il faut faire très attention. Alors aujourd'hui, on a des technologies numériques qui sont la passion de ceux qu'on appelle les digital natives, et elles sont entre les mains exclusives non pas du consumérisme, mais d'un hyper-consumérisme. Elles sont au service d'un développement de ces technologies pour capter l'attention encore plus, en faisant en plus de la traçabilité, du one-to-one, de la personnalisation, etc., etc., et pour donc faire une hyper-addiction, en contrôlant y compris les processus sociaux, non pas simplement en se substituant aux parents comme la télé dans le foyer, mais en se substituant carrément à la nation, à l'organisation sociale. C'est pour ça que, au mois de juillet dernier, lorsque Facebook a dépassé 500 millions de membres, le journal Le Monde a titré « La 3e nation du monde ». Facebook, 3e nation du monde. Ce qui est évidemment un petit peu idiot de dire ça, mais en même temps ça donne à réfléchir. Est-ce qu'il faut laisser la 3e nation du monde se faire sur le modèle actuel de Facebook? Ma réponse est absolument non. Mais en même temps, si on ne veut pas que ça se développe comme ça, il faut aller voir ce qui se passe de bien sur Facebook. Car il se passe des tas de choses de bien sur Facebook. À commencer par le fait qu'il y a 18 mois ou 2 ans, les membres de Facebook se sont révoltés contre Facebook. Et on dit ça suffit, si vous donnez nos données personnelles comme ça, enfin si vous les vendez plus exactement, on va se retourner contre vous. Sur le web, il se passe des tas de choses très intéressantes. Tout le monde connaît Wikipédia, c'est un truc intéressant, Wikipédia. Vraiment très très intéressant. Moi, je vous le dis très clairement, beaucoup de mes collègues universitaires ont honte de le dire, car j'ai pas le bac, mais je suis quand même universitaire. Et j'ai pas acheté mes diplômes dans un paquet de bonus, j'ai passé un examen spécial. Mais il y a beaucoup de mes collègues qui vous diront « Oh, moi je vais jamais sur Wikipédia, c'est archi faux. » Ils vont tous sur Wikipédia. Parce que si vous voulez savoir, par exemple, avoir des informations précises sur ce qui se passe sur Facebook, par exemple, ou sur les réseaux sociaux, allez dans l'Encyclopédie Universalis. Dans 10 ans, vous commencerez à avoir des articles sur les réseaux sociaux. Mais ça n'existera plus, les réseaux sociaux. On sera passé à autre chose. Donc, on ne peut plus se permettre de fonctionner avec cette lenteur. Pourquoi est-ce que l'informatique, d'après la Commission européenne, en 2016, si je me souviens bien, l'informatique sera majoritairement open source? Elle est déjà pratiquement. Pour quelle raison? C'est parce que le développement va beaucoup plus vite. Mais en plus, il produit de la motivation. Ça, c'est ce que j'appelle l'économie de la contribution. Ça produit de l'implication, de l'investissement, de la passion. Oui, mais vous allez me dire, d'accord, mais tout n'est pas numérique. Ben non, tout n'est pas numérique. Mais il existe des modèles énergétiques contributifs. Jeremy Rifkin a développé cette idée avec, à mon avis, une partie de son raisonnement qui repose sur une mauvaise idée, qui est l'hydrogène qu'on ne sait pas encore canaliser, mais qu'on ne sait pas encore maîtriser comme vecteur de stockage de l'énergie. Mais en revanche, cette idée qu'aujourd'hui, il faut créer des smart grids qui ne soient pas simplement pour éviter de trop consommer, mais pour pouvoir devenir producteur d'électricité, pas simplement consommateur. C'est-à-dire sortir du modèle qui oppose producteur et consommateur. Je vous signale qu'il existe en France des grands groupements de consommateurs, qui ne s'appellent plus d'ailleurs des consommateurs maintenant,
qui achètent des terres, ils créent des fonds d'investissement foncier, ils achètent 2, 3, 4, 5, 10 000 hectares, et qu'est-ce qu'ils font? Ils mettent dessus des agriculteurs qui n'arrivent pas à s'en sortir financièrement, ils disent, nous on veut continuer à acheter de la nourriture française, on veut savoir ce qu'on mange, d'où ça vient, on n'a plus confiance dans les grandes surfaces. Mais on installe des agriculteurs avec lesquels on va passer des contrats de qualité, c'est pas forcément de label bio, mais c'est des contrats de qualité. Et ça, c'est très important. Ça fait partie de ce qu'on appelle les AMAP. Des modèles comme ça, ils s'en développent partout. Moi-même, j'ai développé un modèle, j'ai enseigné aux arts décoratifs dans le domaine de la mode, en disant arrêtez de vendre à des consommateurs ou à des consommatrices des costumes de prêt-à-porter. Faites intervenir l'intelligence de vos clients pour inventer des modèles nouveaux et créer des clubs d'habillement où vous gagnerez de l'argent. Et où, de temps en temps, ce sont vos, entre guillemets, clients qui gagneront de l'argent. Parce que vous aurez su valoriser correctement leurs idées. C'est un modèle absolument différent. Où là, le but, c'est de déprolétariser les gens. Faire qu'ils recommencent à comprendre ce qu'ils font, à se réinvestir dans ce qu'ils font. Et ça, c'est la seule issue pour reconstituer de la responsabilité. Madoff, c'est pas simplement un irresponsable, c'est un bandit. Il est en prison, il a volé 50 milliards de dollars. Mais le consommateur qui balance par la fenêtre sa canette vide de bière ou de Coca-Cola en roulant en voiture, qui d'ailleurs pourrait tuer un cycliste ou un motard, et c'est très courant de voir ce genre de geste, c'est aussi un irresponsable du même genre. Le spéculateur ou le patron de conseil d'administration qui fait rentrer un LBO et qui dit « Allez messieurs », parce qu'il va se faire, lui, de copieuse stock option ou autre rentrée qui fait que ça n'est plus du tout quelqu'un qui défend son entreprise, mais quelqu'un qui est venu la piller, est un pirate, eh bien c'est un irresponsable. Il détruit l'appareil de production. Il est temps de changer de modèle économique. Ça ne veut pas dire qu'il s'agit de soviétiser tout, parce que ce que je vous dis là, c'est toujours du capitalisme, c'est un modèle contributif de capitalisme, et ça, là-dedans, eh bien, dans cette affaire, le numérique est la technologie fondamentale. Une technologie qui n'est pas du tout une technologie de l'immatériel, comme croyait pouvoir le dire un actuel ministre qui vient d'être débarqué, qui s'appelait Monsieur Jouyet, qui parlait avec Maurice Lévy, patron de Publicis, de l'économie de l'immatériel. Immatériel? Demandez à Google combien il a de millions de data centers, combien il consomme d'électricité par an. 3% de la production électrique américaine sont consommés par Google. C'est de l'immatériel, ça? Pas du tout. Il faudrait que les Européens commencent à travailler un petit peu, arrêter de répéter comme des ânes ce que les cabinets de conseil américains leur disent pour leur faire adopter des modèles qui sont dans le sens des intérêts américains. Il faudrait qu'enfin on commence en France et en Europe à se remettre à penser politique industrielle, investissement industriel. Si ça vous intéresse, j'ai publié un livre qui s'appelle Pour en finir avec la mécroissance, que j'ai publié avec un consultant d'ailleurs de Capgemini, où l'on parle beaucoup de Google et de son infrastructure industrielle. Merci de votre attention. Merci Bernard sur cet espoir de l'économie contributive face au désarroi de la baisse tendancielle du taux libidinal. Impressionnant. Bonjour, je me présente, Christian Indré, me revient le mot de la fin au nom du G9+. Rassurez-vous, je serai bref après cette conférence. J'espère que vous avez passé un bon moment ce matin, enrichissant. Oui, je vois vos têtes acquiescées. Cette rencontre du G9+, 2010 achève et est la 5e conférence du cycle prospective que nous avons entamé il y a 5 ans. Il y a 2 ans, nous avons fait un effort important à notre échelle, puisque nous sommes une association, qui a été un livre blanc sur la base de la contribution des intervenants et des participants. Nous avons mis à notre petite échelle l'économie contributive. Et je dois dire aujourd'hui qu'en regardant les débats et les recommandations que nous avons fournies à l'époque, j'en mesure la pertinence d'une part, et je vois qu'elles sont toujours d'actualité, même si elles doivent être affinées. Ça, c'est très encourageant. Et puis, de manière générale, nous avons voulu que le G9+, évolue d'un intergroupe vers un centre de réflexion sur les TIC, et je pense que pas à pas, nous y parvenons. Alors, quelques réflexions ce matin que j'ai pu glaner. Les Chinois vont battre les Indiens d'ici 10 ans.
intéressant, surtout quand on pense qu'il y a beaucoup d'ingénieurs dirigeants au sein du comité central du Parti communiste chinois, ce qui prouve qu'il y a un désir d'ingénieurs dans ce pays. Ça va certainement donner à penser à M. Rothman, qui nous mettait en avant ce qui doit être fait pour revaloriser le statut d'ingénieur. Les opérateurs télécoms vont devenir des acteurs concurrents des SS2I, ouais, une donne intéressante, et peuvent aussi devenir des entraîneurs de petites sociétés. Pour ceux qui n'ont pas noté, un hexa, c'est 1000 pétas, le web, c'est 20 hexas. Ça donne la mesure du web, de ce que ça représente aujourd'hui, de son influence pour l'éthique et de la performance qu'on pourra attendre d'ici 2015. Je pense que pour une prochaine conférence, on aura à cœur de pouvoir faire intervenir plus d'acteurs majeurs du web dans les tables rondes. Enfin, sur le bonheur, beaucoup évoqué. J'ai peut-être pas tout saisi, pas tout compris. Ce que nous savions, c'est que le bonheur est dans le pré, mais est-il dans l'après ? Et pour terminer, je remercierai les partenaires qui nous ont aidés à cette conférence. Au premier lieu, Sopra, PAC, comme d'habitude, et TechTalk, qui est notre nouveau partenaire pour la vidéo. Et vous pourrez retrouver les commentaires, comptes rendus et vidéos sous 8 jours sur le site G9+, et aussi sur le site TechTalk TV. Enfin, je voudrais remercier les arts et métiers qui nous ont mis à disposition cette salle, comme d'habitude. Et enfin, je vous encourage à remplir le questionnaire d'évaluation que vous avez dans vos kits. C'est très utile, nous le lisons avec attention et nous en tirons à chaque fois des enseignements pour les conférences suivantes. Sur ces mots, je vous convie à passer au cocktail qui a lieu à l'étage ou au repas pour ceux qui restent déjeuner. À bientôt et à l'année prochaine.